Michel Pribala, donc merci d'être avec nous. Vous venez de la gauche, hein, c'est ça, puisqu'on parlait de la gauche. Vous êtes toujours à gauche ou pas ? Non, mais attendez, j'ai jamais fait de déclaration sur mes opinions politiques. Sur vos opinions politiques, oui. J'évite de le faire parce que je pense que c'est pas une bonne idée. D'accord. Bon, vous êtes en désaccord avec certains démographes, hein, ça, on va dire, qui, eux, sont bien dans les rangs de la gauche, hein, Hervé Lebras, François Héran, par exemple, sur l'analyse de l'immigration. D'abord, est-ce que l'on est capable, parce que c'est vrai qu'on parle de l'immigration, est-ce que l'on est capable de dire aujourd'hui quelle est la part de la population immigrée en France, et de la définir, quoi, en même temps. Ah oui, alors la France a une définition spéciale de l'immigré. L'immigré, c'est la personne qui est venue comme étrangère en France, qu'elle soit restée étrangère ou qu'elle ait acquis la nationalité française. Donc, contrairement, à ce qu'on raconte souvent, on dit des immigrés, mais il n'y a pas ceux qui sont devenus français dedans. Si, quand on est arrivé comme étranger et qu'on a pris la nationalité française, on est compté comme immigré. Donc, l'INSEE fait des enquêtes annuelles de recensement tous les ans. Et tous les ans, depuis 2006, on a le nombre d'immigrés en France et donc la proportion. Et le dernier chiffre, la dernière estimation 2020, c'est environ un Français sur 10 qui est immigré. Donc 10,2%. 10,2%. Donc ça représente en fait 6 à 7 millions, quoi. C'est ça, en fait. C'est 6,8 millions. Voilà. 6,8 millions, quoi. Ouais. Mais il y a une grosse marge d'erreur quand même. Est-ce que on peut considérer que l'INSEE, les chiffres sont justes ? Il y a forcément une marge d'erreur, parce qu'après, c'est du déclaratif. C'est du déclaratif, mais c'est du déclaratif sur des informations objectives. C'est-à-dire, est-ce que vous êtes né en France ? Bon, chacun sait s'il est né en France ou pas. Est-ce que vous êtes étranger ou français ? Si vous êtes français, est-ce que vous êtes venu français ou est-ce que vous êtes né avec la nationalité française ? Donc, il n'y a pas tellement d'erreurs là-dessus. Les erreurs qu'il peut y avoir, c'est peut-être, disons, une couverture du recensement qui n'est pas forcément à 100%, parce qu'il y a des omissions, il y a des doubles comptes, des choses comme ça. Mais c'est quand même le meilleur outil qu'on a. Et de toute façon, on n'en a pas d'autre. Oui, c'est ça. C'est mieux que ce que j'appelle une estimation au doigt mouillé, c'est-à-dire... oui, vous dites qu'il y a des estimations au doigt mouillé. Combien c'est ? Moi, je dirais que c'est tant. Et non, ça vaut rien. Il faut avoir une source, une date. Donc moi, je vous ai donné une source, une date, 2020. Un habitant sur 10 en France est immigré. Ça, voilà. C'est l'INSEE, en fait, quoi. Oui, mais il n'y a pas d'autres sources. Il n'y a pas d'autres sources, oui. A priori aussi, évidemment, dans ces chiffres, il n'y a pas l'immigration clandestine. Par définition. Ça, non, vous vous trompez, parce que, l'INSEE ne recense absolument pas sur le fait d'avoir un titre de séjour ou pas. D'accord. Ceux qui échappent éventuellement au recensement, c'est plutôt des gens qui sont difficiles à joindre. Donc parmi ces gens difficiles à joindre, vous avez forcément des gens qui sont en situation irrégulière, mais par principe, l'INSEE recense toute personne, d'accord, en situation régulière ou non. Oui, mais après, il y a des clandestins qui ne veulent pas non plus forcément... ils sont plus difficiles à joindre, quoi. Ils sont plus difficiles à joindre, mais on n'a pas d'estimation. C'est difficile. Non, et ils sont plus difficiles à joindre. Mais bon, si un agent recenseur se présente chez eux, ils ont tout intérêt à répondre, parce qu'ils ne risquent absolument rien à dire, à remplir les bulletins du recensement. Oui, et même chose, puisque à partir de ces enquêtes, on peut dire d'où vient cette immigration, en fait, aujourd'hui. Oui. Quelle est la part ? D'où vient cette immigration, en fait ? En France, on a une grosse immigration africaine. Donc, on a 46% de... Alors, attendez, je vais regarder mes chiffres, parce que je ne veux pas me tromper. On a, c'est à peu près ça, 46% de personnes qui sont en fait d'origine africaine en France. Parmi les gens d'origine étrangère en France, sur 2 générations, on a 46% qui sont d'origine africaine. Ça représente 6,7 millions. Oui, c'est ça, oui. Pourquoi faire ce livre, en fait ? Qu'est-ce que ça révèle, finalement, d'écrire ce livre ? Parce que vous avez l'impression qu'on dit n'importe quoi. C'est-à-dire que moi, j'ai un site sur lequel j'ai ouvert une rubrique qui s'appelle Fake News des élites. Donc, je ressens une certaine irritation à lire des choses qui sont bricolées, et qui sont bricolées tout en faisant la leçon à tout le monde.
Ça m'énerve beaucoup. De mon point de vue, si on veut rectifier des perceptions erronées, il faut le faire avec modestie et en le faisant le mieux possible. Et donc, ce qui mérite, c'est quand c'est bâclé et que c'est erroné la plupart du temps. Oui, et que ensuite, après, ça tourne quand même en boucle dans les médias. Les Français pensent que, mais en fait, ils ont tort. Moi, je vous dis que c'est ça, etc. Alors que ça repose sur des estimations qui sont pas, qui sont pas solides, quoi. Ça veut dire qu'on fait parler les chiffres comme on veut. C'est ça que vous voulez dire? On les utilise comme on veut et on fait les décomptes comme on veut, et certains... On le fait pour correspondre à l'idéologie dans laquelle on baigne, c'est-à-dire l'idéologie du milieu dans lequel on circule, en fait. Ouais. Et pourtant, il y a du factuel, quoi. Il y a ces chiffres que vous avez cités. Il y a aussi les immigrés qui rentrent en France chaque année et peuvent y rester ou pas. Là, on a des chiffres aussi, Michel Tribala. Alors, pour l'enregistrement des flux, c'est vraiment un pataquès parce qu'on a différentes sources. On a, d'une part, donc la saisie de l'entrée par l'attribution d'un titre de séjour. Donc à ce moment-là, c'est le ministère de l'Intérieur qui donne des statistiques tous les ans sur le nombre de titres de séjour qu'il a délivrés. Et vous avez aussi l'INSEE qui estime les entrées à partir des enquêtes annuelles de recensement. Oui. Dans les enquêtes annuelles de recensement, on demande l'année d'entrée en France pour ceux qui sont nés à l'étranger. Et on sait aussi s'ils étaient là en France il y a un an ou pas. Oui, c'est ça. On leur demande. Donc à partir de ça, on peut faire une statistique à partir des enquêtes annuelles de recensement sur mais là, c'est l'ensemble des étrangers, disons des immigrés, qui arrivent, y compris ceux qui n'ont pas besoin d'un titre de séjour. Vous voyez les différences. Oui. C'est pour ça que parfois... Le ministère de l'Intérieur, lui, il compte ceux qui finissent par avoir un titre de séjour. Mais quand vous êtes dispensé de titre, évidemment, vous n'êtes pas dedans. C'est-à-dire les Européens, tous ceux qui sont dispensés de titres de séjour ne sont pas comptés. Donc, je veux dire, moi, je préfère encore la statistique de l'INSEE, parce qu'au moins, on compte tout le monde d'après une méthode... Et c'est pour ça que, alors il y a des chiffres qui vont de 250 000 à 400 000. Ah non, mais 400 000, c'est des bêtises absolues. Alors, voilà, mais il faut le dire. Alors, on est là pour dire les choses. Je ne vais pas dire quels sont les chiffres, mais en tout cas, si vous voulez, on a un système imparfait. Donc, le système des titres de séjour, il est imparfait pour les raisons que je vous ai dites. Donc, en plus, vous n'avez pas les mineurs dedans. Et puis vous avez des titres de séjour de 4 mois et d'autres de 12 mois. Donc, absolument. Donc, mais ça, on peut regarder ce qu'il en est. Je veux dire, ça, la durée du titre. Donc 400 000, ça, c'est pas le bon chiffre. Non, mais c'est-à-dire que... c'est avancé par certains. Absolument. Mais c'est François Héran qui a avancé ça. Donc ça a fait beaucoup ça a eu beaucoup de succès. Mais en fait, c'est un calcul de coin de table qui est pas valable. C'est-à-dire, on ajoute à ces titres... On dit, bah oui, mais il y a les demandeurs d'asile, alors peut-être qu'il faut en prendre un peu. Donc lui, il en prend 130 000 en plus, donc ça fait 400 000. Pays tiers, hein. Oui. Donc, mais bon, ces demandeurs d'asile, si vous voulez, quand ils ont un titre de séjour, ils sont comptés. Donc ils sont déjà comptés pour ceux qui l'ont eu dans l'année. Et puis, s'ils n'ont pas un titre pour l'asile, ils auront peut-être un autre titre à un moment, par exemple, regroupement familial. Et à ce moment-là, ils seront comptés. Donc ça veut dire que sur une certaine période, on les compte 2 fois. Donc il ne faut pas ajouter... On va continuer avec vous, Michel Tribala, démographe, donc sur ces chiffres en fait autour de l'immigration. On se posera d'ailleurs la question sur un plan démographique. Est-ce qu'il y a un véritable changement qui est en cours dans notre société ou pas, et dans la typologie de certains quartiers, avec vous dans un instant. Et je rappelle donc votre livre, Michel Tribala, Immigration, idéologie et souci de la vérité. Voilà. C'est aux éditions L'Artilleur. Et vos appels, vos 0826 300 300 vous attend standard. À tout de suite. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. Sud Radio Parlons Vrai, présidentielle 2022. Il est 9h46, merci d'être avec nous, avec Michel Tribala, toujours avec nous, ancienne chercheuse de l'Institut National d'Études Démographiques, démographe spécialisée dans la question migratoire, et de ce livre surtout sur immigration, idéologie et souci de la vérité aux éditions de L'Artilleur. Oui, alors sur un plan démographique, Michel Tribala, c'est un peu tabou. Est-ce qu'il y a des changements en cours, en profondeur dans notre société ou pas? Est-ce que vraiment la typologie de la population dans certains quartiers a bougé et bouge encore beaucoup? Oui, ça a bougé. Ce qui a bougé, c'est l'origine des migrants déjà. Donc, je veux dire, parce que
on a eu un dernier quart de siècle, sur le XXe siècle, où la population immigrée n'a pas beaucoup évolué. Donc il ne s'est pas passé grand-chose en termes numériques, mais c'est la composition. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de non-européens ou d'origine non-européenne aujourd'hui qui sont en France, et ça se voit dans les quartiers. Et donc on a des concentrations qui ont augmenté considérablement. Oui. Moi j'ai vu ça sur les moins de 18 ans. Donc on regarde avec Bernard Aubry comment ça a évolué suivant la taille des communes. Donc à la fin des années 60, le maximum que vous aviez par taille de commune, au-dessus de 10 000, disons, jusqu'à 100 000 et plus, vous aviez 15% de jeunes d'origine étrangère, c'est-à-dire soit nés à l'étranger, soit nés en France, d'au moins un parent immigré. Vous en aviez 15%. Maintenant, au-dessus de 30 000, c'est supérieur à 30%. Vous avez... Donc ça a doublé. Ça a beaucoup augmenté. Et donc, quand vous regardez encore de plus près, quand vous faites des zooms, par exemple sur la Seine-Saint-Denis, c'est encore plus. Vous avez 2/3 de ces jeunes qui sont d'origine étrangère. Et donc, vous imaginez dans certains quartiers où alors c'est... Oui, et il y a même certaines villes, parce qu'il y a des villes comme La Courneuve, Aubervilliers, ces villes-là, ça tourne autour de 80%. Oui, c'est vrai, mais c'est un focus Seine-Saint-Denis qui est un département bien à part. Mais dans le reste de la France, quoi. À Marseille, ça a beaucoup changé aussi, évidemment. Non, là où ça a beaucoup changé, c'est-à-dire que ces concentrations qui étaient dans certaines régions, comme l'Île-de-France, PACA, Rhône-Alpes, elles sont mouvantes aujourd'hui. Non, elles sont encore là, ces concentrations, mais je veux dire, ça s'est étendu sur un grand quart ouest de la France. Oui. Donc vous avez, par exemple, une ville comme Blois, où vous avez 47% des jeunes qui sont d'origine étrangère aujourd'hui. Aujourd'hui à Blois. Ouais. Disons dans un quartier ou sur toute la ville de Blois? Disons, aujourd'hui, quand je dis aujourd'hui, je devrais préciser, c'est 2017, c'est la dernière date qu'on a. Donc, et alors, du coup, quand certains avancent la théorie, là, vous savez, du grand remplacement, un renouvellement des origines de population dans notre pays, comment vous voyez, quelle est votre position? Grand remplacement, quand vous dites renouvellement, grand remplacement, ça veut dire qu'il y a une machination. Pas forcément. Une organisation. Non, pas forcément. Un grand remplacement, ça veut dire que c'est un peu ce que les gens ont sous les yeux, c'est-à-dire qu'ils voient leur quartier changer. Ou si on est dans les zones rurales, ils voient que la ville où ils vont faire leurs courses, tout ça a changé. Donc ils ont l'impression qu'il y a un changement démographique et qu'ils vont perdre un ascendant. Je dirais culturel et civilisationnel en France. C'est ça que ça veut dire dans l'esprit des gens. Ça ne veut pas forcément dire qu'on est au bord de basculer vers une majorité de personnes d'origine étrangère. Pour aller en fait beaucoup plus loin, savoir effectivement quelles sont les origines des populations, etc. dans ces quartiers, et étudier au plus près l'immigration, qui est votre travail quand vous étiez démographe. Je suis toujours démographe. Oui, vous êtes toujours démographe. Oui, je ne suis plus à l'INED, mais je suis toujours démographe. Voilà, vous étiez directrice de recherche à l'INED, c'est ce que je veux dire. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas vraiment, officiellement en tout cas, recours aux statistiques ethniques en France, alors qu'on le pratique dans certains pays, notamment aux États-Unis ou en Angleterre? Donc là, vous parlez de statistiques ethniques au sens ethno-racial. Oui. Bon, faut savoir que on peut avoir des statistiques qui sont de type ethnique, si on veut, en ne retenant pas forcément des déclarations sur l'appartenance ethnique ou raciale, mais en retenant les générations, c'est-à-dire pour voir comment le phénomène migratoire, je veux dire, prend de l'ampleur en France ou aux Pays-Bas ou en Allemagne, etc. L'Allemagne aussi fait ce genre de statistiques. Donc, c'est-à-dire qu'on regarde la génération qui est née en France. C'est-à-dire il y a des gens qui sont venus en France, qui ont immigré, ils ont eu des enfants. Qu'est-ce qui se passe pour ces enfants-là? Donc, on a une approche en termes de génération. Et ce sont les statistiques de type ethnique qu'on fait en Europe pour la plupart des pays européens. Et la France aussi. Et la France aussi. Donc on dit qu'on ne le fait pas, mais en fait on le pratique. Depuis une quinzaine d'années, on le fait. Mais bon, on aime bien répéter que la France n'a pas de statistiques ethniques parce qu'on fait l'assimilation avec les statistiques ethno-raciales. Oui. Voilà. Mais les statistiques ethno-raciales, c'est pas très facile à manipuler parce que, en fait, il y a des changements d'affiliation. Oui. Donc, quand vous regardez les choses dans le temps, vous savez pas bien ce que vous regardez. On peut remonter sur plusieurs générations, c'est ça, en fait, aussi. Non, puis on peut s'inventer des affiliations raciales. Oui, mais pourquoi on ne veut pas? Et est-ce que ça aurait un intérêt d'avoir des statistiques ethniques officielles?
en fait, aujourd'hui. Je viens de vous expliquer qu'on les a. Oui, mais qu'on ne les met pas en avant et qu'on n'en parle pas en avant. On n'en parle pas officiellement, en fait, quoi. Si, il y a même sur le site de l'INSEE, il y a un blog INSEE sur lequel on raconte qu'on fait des statistiques depuis très longtemps. Ouais. Donc l'INSEE a assumé. Mais bon, je veux dire, c'est dans les médias où on n'a pas encore enregistré, donc on n'arrête pas de répéter. Mais la France ne fait pas de statistiques ethniques. Bien sûr. Si la France faisait des statistiques ethniques, etc. Non, ce qui nous manque, je dirais, aujourd'hui, c'est d'avoir introduit dans les enquêtes annuelles de recensement les questions qui nous permettraient d'avoir des observations sur la génération née en France. Il faudrait, dans le recensement, avoir le pays de naissance des parents, nationalité de naissance des parents. Ce que, pour l'instant, l'INSEE et le CNIS, qui est le Conseil national d'information statistique, se refusent à faire. Oui. Donc, on a dans des enquêtes comme l'enquête emploi, on a ces questions-là. Oui. Et à quoi ça peut servir après, en fait, dans les politiques publiques que l'on mène, d'avoir ces statistiques? Vous dites, officiellement, donc, voilà, finalement, elles existent, même si on ne le brandit pas. Pour mener des politiques publiques dans les quartiers, à l'école, un peu partout? Absolument, pour savoir... c'est un élément important de connaissance de la population de la France. Enfin, ça paraît assez évident. Non, mais et adapter en fait des politiques, quoi, bien sûr. Non, mais sans faire de politique. Hein, mais bon, si vous voulez, les politiques ont besoin de connaître la composition démographique du pays qu'ils dirigent, et donc ça fait partie des informations utiles. D'ailleurs, c'est pas par hasard que les grandes enquêtes de l'INSEE, comme l'enquête emploi, enquête logement, etc., on a ces informations sur les parents. Mais il y a un passage difficile au recensement, et le passage au recensement aurait pour avantage de pouvoir justement regarder ces effets de concentration. Parce qu'avec une enquête emploi, vous ne pouvez pas descendre jusqu'au niveau d'Aubervilliers ou de la Courneuve. Oui. Michel Tribala, pourquoi est-ce qu'il y a des controverses sur la fécondité en France entre immigrés et personnes natives, en fait? Non, mais il y a des controverses. On ne rentrera pas dans la technique, mais... Non, mais il y a des controverses parce que les gens ne comprennent pas ce que c'est qu'un indicateur conjoncturel de fécondité, que les démographes appellent bêtement taux de fécondité, parce que ça n'en est pas un. Je ne vais pas raconter ce que c'est, parce que ça sera peut-être un petit peu compliqué. Mais bon, donc, en gros, c'est un nombre moyen d'enfants par femme, pour les immigrés, pour les natifs, dans l'année. Voilà. Je vous raconte. Oui, voilà, c'est ça. Et là, qu'est-ce qui en ressort? Mais si vous voulez, je veux dire, par exemple, en 2017, vous aviez une fécondité, donc un indicateur conjoncturel de fécondité de 1,88 en France, 1,77 sans les femmes immigrées. Donc le discours est dire, vous vous rendez compte, en fait, ça ne joue pas beaucoup sur l'indicateur fécondité, et 2,6 pour les immigrés. Pourquoi est-ce que je voudrais préciser, c'est que, si vous voulez, pour les gens, indicateur de fécondité, ça leur dit pas grand-chose, et puis taux de fécondité non plus. Ils s'imaginent que c'est un pourcentage, et c'est pas un pourcentage, c'est un nombre de moyens d'enfants par femme, donc ils ne comprennent pas. Mais ce que les gens voient, c'est les enfants qui sont sur les bancs des écoles à côté des leurs. Donc ils voient bien que ça a changé. Que ça a changé. Donc même si l'effet sur l'indicateur conjoncturel de fécondité est faible, sur le nombre de naissances, c'est pas la même chose. Pourquoi dites-vous aussi, et vous l'évoquez dans votre livre, qu'il y a des tabous et de la désinformation sur les questions d'immigration? Michel Tribala. Des tabous, je ne sais pas si je dis qu'il y a des tabous. Vous l'évoquez entre les mots, c'est ça. Je dis surtout que je veux dire, l'obsession des gens qui veulent redresser l'opinion publique, c'est justement de dire à cette opinion publique, vous avez tout faux, ce que vous pensez n'est pas vrai, et moi je vous le montre. Et pour le montrer, je suis... Comme je suis obsédée par l'idée de vous montrer que vous vous trompez... Sur l'immigration, vous vous trompez. Donc je ne fais pas ce que je devrais faire en tant que scientifique pour le faire, mais il y a des scientifiques qui font vraiment ça. Ils l'exploitent. Il y a des scientifiques qui le font plus ou moins consciemment, parce qu'ils sont pris par l'idée qu'il faut absolument réformer les perceptions communes qu'ils jugent malodorantes ou
moralement pas convenable. Donc, voilà. Merci Michel Tribala. Tout ça, c'est dans votre livre Immigration, idéologie et souci de la vérité, aux éditions de l'Artilleur. Tout ça, c'est en détail parce que, évidemment, comme vous le disiez tout à l'heure, il y a des choses qui sont parfois assez techniques quand on veut entrer, en fait, quand on est démographe. Mais et après, avec des chiffres factuels, donc c'est très intéressant. Merci d'avoir été avec nous. Et demain, on sera en fait encore sur des chiffres aussi, en se posant en fait une question. Donc, dans ce débat présidentiel 2022, la vérité en face. Pourquoi aujourd'hui manque-t-on de profs, d'enseignants en France? Pourquoi à ce point-là?